Bonjour, dans cette vidéo, je vais corriger la partie F du DS4. On va étudier un dispositif autofocus où le principe c'est de dédoubler l'image et puis de transformer l'information distance par rapport à l'appareil photographique en une information qui est accessible, qui va correspondre à un écartement entre deux images, entre les images qu'on a dédoublées. Donc je vais détailler un petit peu le principe. Mais cette partie, elle est vraiment très guidée, hein. C'est-à-dire que chaque question, quand on les prend dans l'ordre, c'est vraiment, il y a une petite difficulté à chaque fois. C'est quand même relativement simple. Donc avant de démarrer les calculs, je vais expliquer en quelques mots comment ça marche. Donc l'appareil photo que je vais utiliser, c'est une version extrêmement simple. Donc vous avez une lentille ici. Donc c'est un appareil photo qui est constitué que d'une seule lentille. Donc vraiment, là je représente l'axe optique. Vous avez le capteur ici. Évidemment, moi ce que je veux, c'est pouvoir régler automatiquement cette distance-là pour avoir la mise au point. L'idée est la suivante. Je vais placer un biprisme. Donc ça va se présenter comme ceci. Donc en verre, dans un matériau transparent. Et l'idée, c'est que l'image qu'initialement, donc là je représente un certain nombre de rayons qui convergent, enfin qui, si je les prolonge, convergent bien sur mon capteur, donc ça fait une image qui est nette. On va voir que dans l'effet du biprisme, c'est que ça va dédoubler l'image. C'est-à-dire que l'image qui initialement est là sans le biprisme, lorsqu'on met le biprisme, ça va donner... Bon, je peux continuer à faire... Voilà, on a un dédoublement de l'image. Et ce qu'on va montrer dans l'énoncé, c'est que lorsque le sujet s'éloigne ou se rapproche, donc une information qui est assez difficile à interpréter. Donc pour nous, c'est facile parce qu'on a l'habitude, hein, on est capable d'estimer les distances. Mais pour l'appareil photographique, il faut trouver un truc qui est quantifiable, qui est mesurable par des instruments. Et bien ce qui va se passer, c'est lorsque le sujet s'éloigne ou se rapproche, en fait, les images dédoublées se rapprochent ou s'éloignent. Et ça, si on met sur un capteur, ça se voit. Hein, on peut faire un peu de traitement du signal derrière, on peut simplement mettre des petits capteurs et on arrive comme ça à transformer une information de longitudinale en information transversale suivant le capteur, que le capteur du coup est capable de traiter. Voilà, donc ça c'est en gros le principe dans ce sujet de l'autofocus que l'on présente. Donc il y a plein d'autres méthodes hein, pour faire le point automatiquement. Hein. Ce n'est pas l'unique méthode proposée qui existe hein, pour les appareils photographiques. Voilà, on va attaquer la question 1. Je reproduis le schéma qui a été donné dans l'énoncé, donc qui est assez détaillé. Alors j'ai pas tout mis, mais j'ai mis l'essentiel. Donc vous avez deux réglages. Et ce que vous voulez, c'est estimer la précision du positionnement de la lentille qui donne une image nette. Donc pour faire ceci, ce qu'on peut se dire, c'est que tant que les rayons issus de A, donc il faut imaginer là, ce rayon-là, et ça c'est le même schéma mais pour un autre réglage, donc c'est aussi des rayons issus de A, ça forme ce faisceau-là. Et tant que les rayons arrive sur une tâche de taille plus petite que epsilon, donc ça c'est indiqué dans l'énoncé, je rappelle que l'énoncé est dans la description, eh bien l'image elle est vue nettement. Hein, donc ça c'est mon critère de netteté. Et je me mets en fait dans les deux situations extrêmes. Hein, c'est-à-dire que si je bouge la lentille un petit peu plus par là, ma tâche elle va être plus grande que la taille d'un pixel. Donc ça va commencer à être flou. En fait, ça va déborder sur les autres pixels et donc l'image va commencer à être floue. Et inversement, si je déplace trop la lentille dans cette direction-là,
ça va augmenter la taille de la tâche qui va là aussi déborder sur les autres pixels et ça va commencer à être flou. Donc ici, j'ai les deux situations extrêmes. Et ce qu'on vous demande, c'est de préciser les triangles semblables et d'en déduire une première relation. Alors la relation était donnée dans le sujet, donc c'est vraiment... évidemment, il faut porter un soin particulier à la rédaction quand on vous donne le résultat. Le résultat a été donné simplement pour vous éviter aux candidats de bloquer sur la question 1. C'est quand même dommage que ça arrive. Les triangles semblables, on les voit ici. Donc vous avez ce triangle-là. Je ne sais pas si on voit très bien. Et ce triangle-là, ils sont semblables. Alors pourquoi ils sont semblables? Parce qu'ils ont deux côtés parallèles et ils ont le même angle ici au sommet. Et j'applique Thalès dans ce triangle-là. Donc ça donne grand D sur epsilon. Et ce que je vais faire, en fait, je me rends compte que je vais faire la question 2 aussi en même temps. Puisque là aussi, il faudra que j'applique Thalès, mais sur ce schéma-là. Donc grand D, c'est cette distance-là. Epsilon, c'est celle-là. Eh bien, comme les triangles sont semblables, c'est aussi égal à cette distance, sur cette distance, comptée en valeur algébrique. Donc ici, ça fait O1 A1' sur A1' B. Je fais la même chose pour le schéma du dessous. Donc du coup, je fais les deux questions 1 et 2 en même temps. Hein. Donc ça, sur une copie, c'est jouable. Hein. Vous pouvez... surtout que... Ça, c'est vraiment la même chose. Hein. On travaille avec le même schéma. Donc les deux triangles semblables, on les voit ici. Hein. Vous avez le petit triangle qui est là. Et le grand triangle qui est là. Et vous avez, de la même façon, grand D sur epsilon. Grand D, c'est là. Epsilon, c'est là. Qui est égal à O2 A2' sur, ici c'est le point B, B A2'. Donc ça ressemble beaucoup à cette formule-là. Il y a juste une histoire de signe. Hein, ici c'est A1'B, là c'est B A2'. Forcément, A2', il est après le capteur. Et ce qu'on vous demande de trouver, donc pour la question 1, pour la finir complètement, il suffit d'utiliser échelle. Donc ça fait A1' O plus OB, enfin O1B, pardon. Et vous n'avez pas de mal à montrer ce terme-là, je le mets ici. J'isole O1B, donc bon là franchement, je ne vais pas détailler les calculs parce que franchement ça ne sert à rien. En plus on vous donne le résultat, donc enfin, je veux dire vous êtes assuré. Le plus dur en fait il est là, hein, c'est d'écrire Thalès correctement. Et au niveau de la rédaction, il faudrait bien préciser que les triangles, il faudrait donner un nom à ces points-là. Ce point, ce point, ce point est semblable à ce triangle-là. On peut donc appliquer Thalès, vous écrivez ça, puis quelques lignes de calcul que je ne vais pas faire. Hein, je considère que vous pouvez le faire. Hein. Donc on a un premier résultat. Ensuite, vous avez ici la deuxième relation. Et on vous demande cette fois-ci de... Oui. O2 A2'. De bien regarder le schéma. Lorsque je vais de B à A2', ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord aller à O2. Donc c'est B O2. Je regarde quand même le résultat. O2, il faut que je fasse apparaître O2 A'. A2', pardon. Et lorsque je regarde B O2, en fait, je pourrais très bien dire que c'est de B à O2. En fait, c'est la même chose que de B à O1 plus X. Donc je vais l'écrire en dessous. J'ai de la place. Donc c'est D sur epsilon, en fait, c'est O2
A2'. Donc là, j'utilise également shall. Hein. C'est BO1 plus X plus O2 A2'. Et alors, il y a ici, dans l'énoncé, c'est marqué moins O1B, mais bon, vous savez qu'on peut faire ça avec les valeurs algébriques. On inverse le sens les points et on met un signe moins devant. Donc j'ai répondu à la question 1 et à la question 2. Et on vous demande à la question 3 d'éliminer O1B entre les deux équations et d'en déduire, on vous donne également l'équation, d'en déduire une expression de petit x. Donc je peux continuer le calcul. Donc ce terme-là, je vais le mettre au numérateur de l'autre côté. Et ça donne ceci. Donc ça fait x plus O2 A2'. Moins O1B, je vais prendre cette expression-là. On vous donne les résultats au fur et à mesure. Donc, j'ai envie de dire, on vous prend vraiment par la main. Toutes les conditions se réunissent pour que ça se passe bien. Fois D sur epsilon. Donc, tout le terme que vous avez là, ici, c'est le terme qui était là, que j'ai placé au numérateur de l'autre côté d'égalité. J'ai remplacé O1B avec cette équation-là. Et ça, c'est égal à O2 A2'. Donc j'ai juste à isoler x en fait, tout simplement. Hein, au niveau des calculs, c'est assez simple. Je vais isoler x. Donc, et avant de faire ça, j'ai intérêt de multiplier l'ensemble de l'équation par epsilon sur d. Du coup, en fait, l'epsilon, je le mets là, et le grand D, je le mets au dénominateur. Donc ça fait O2 A2', epsilon sur D moins 1, plus epsilon sur D plus 1 fois O1 1'. Je vérifie que je trouve bien la même relation que dans l'énoncé. Ça c'est bon, ça c'est bon, très bien. Donc j'ai, sans tricher, hein, quand on vous donne des résultats dans un énoncé, vraiment, ne truandez pas les résultats. Hein. Faites vraiment attention à vos calculs. Il ne faut pas que des signes moins deviennent des signes plus ou que des termes, des simplifications un peu que vous n'avez pas le droit de faire. Tout ça pour absolument arriver au résultat, ça se voit dans une copie et ça a le don d'énerver les examinateurs. Donc je vous déconseille de faire ça. Donc je suis passons à la question 4. Voilà, dans la question 4, là aussi on vous donne les résultats. On vous demande d'appliquer la relation de conjugaison de Descartes et puis des petits calculs. Donc on va l'appliquer une première fois pour le premier réglage. Vous avez l'objet A qui donne une image à 1' par L. Ça c'est le premier réglage. Donc dans la figure c'est le réglage du haut. Donc vous avez 1 sur O1 à 1'. La relation de conjugaison de Descartes est donnée dans l'énoncé. Vous n'avez pas à la connaître par cœur. Par contre, il faut savoir l'appliquer correctement. Parce que quand on vous la donne, c'est dans le cas général. Pour un objet A qui donne une image A', là, il faut juste faire attention. La lentille, son centre, c'est O1. Son foyer image, c'est F1'. Alors ici, on va simplifier. Voilà, c'est 1 sur petit f', où f' c'est la distance focale. Et je vais simplement isoler 1 sur O1 à 1'. Donc ça donne 1 sur O1A plus 1 sur f'. Je mets au même dénominateur. Rien de bien compliqué sur le produit. Donc vous avez O1 à 1' qui est égal. Bon, en fait, c'est ce qui est donné
dans l'énoncé, hein. Là encore une fois, prenez le temps de faire le calcul, on vous donne la relation, pour éviter que vous bloquiez à une question. Hein, donc il faut absolument détailler le calcul. Hein. Vous ne dites pas oui c'est évident, il n'y a qu'à faire ceci, il n'y a qu'à faire cela, faites-le et comme ça l'examinateur il vous met tous les points. On fait la même chose pour le deuxième réglage. Ouais, je vais effacer parce que faut que je refasse le schéma en fait. J'ai besoin il y a x qui intervient dans l'expression, donc il faut quand même que je le justifie correctement. Voilà, j'ai refait le schéma. Donc cette fois-ci, le calcul, c'est image, enfin l'objet est toujours A. L'image c'est A2' par la lentille L2 de centre O2. Et donc on a 1 sur O2 A2' moins 1 sur O2 A qui est égal à 1 sur la distance focale. Donc ça c'est comme... j'aurais pu également l'écrire 1 sur O2 F2'. Et ce que je veux c'est O2A, donc 1 sur O2A égale 1 sur O2 A2' plus 1 sur F'. Et c'est là que j'ai besoin du schéma. O2 A2', en fait, c'est O1 A2' moins X. Je vérifie quand même. Oui, ça va donner le bon résultat. Donc c'est O... mince. Voilà. O1 A2'. Non, je ne le remplace pas au bon endroit. Oui, en plus, non, c'est pas du tout... oula, je m'y prends. Non, c'est pas bon du tout, j'ai fait une erreur de calcul. C'est O2 A2' que je cherche. Hein, donc là, j'ai fait une erreur. Donc je reprends. Donc ça fait 1 sur O2 A2'. C'est égal à 1 sur F'. Plus 1. C'est là que je remplace O2... O2A, c'est moins X plus O1. Il faut quand même que je justifie. O2A, d'après Schall, ça vaut O2O1 plus O1. Et quand vous regardez O2O1, c'est moins X. Ça, c'est important de justifier les signes. Bien sûr, quand on regarde l'énoncé, en fait, on a la réponse, hein, donc on peut se rassurer, mais il faut absolument, ouais, ça, quand même, il faut que ça apparaisse dans une copie. Je ne rédige pas du tout ce que je fais, mais bien entendu, il faudrait mettre un peu de texte. Hein, on a, d'après Schall, on a O2O1, ça vaut moins X, etc., etc. Finalement, je mets au même dénominateur, donc là j'accélère un petit peu, et donc on a le résultat demandé, moins X sur F' plus O1A moins X. Je vais fixer le résultat demandé. Oui, c'est ça. Donc on encadre le résultat. On peut passer à la question 5. Je vais négliger X devant O1A. Et en fait, on va après tout, ouais, je vais le faire dans la foulée. Ça, c'est environ égal. Bon, ici, je peux négliger X, donc c'est une hypothèse. Hein. Si je peux négliger X devant O1A, eh ben, je le néglige, hein, donc je peux l'enlever. Je vous rappelle qu'on ne peut négliger une grandeur que quand il y a un plus ou un moins entre les grandeurs. Et là, on reconnaît O1 à 1'. Donc c'est bien ce qui est demandé. Hein. Donc ça, j'ai fait la question 5 dans la foulée.
Et la question 6, on reprend l'expression de x et on va pouvoir la simplifier une fois qu'on aura dit que qu'O1 A', c'est égal à O2 A2'. Voilà, je reprends l'expression de x qu'on avait trouvée précédemment. Et comme ça, c'est égal à ça, je vais l'écrire, on vous demande, on va garder O1A', du coup je peux le mettre en facteur, et j'ai epsilon sur d plus 1, plus epsilon sur d moins 1. Donc là on a une simplification du plus 1 et de moins 1, et j'arrive finalement à une expression de x qui est beaucoup plus simple, ça fait 2 epsilon O1 A', sur grand D. Et on vous donne... donc on fait... on vous demande une application numérique. Alors on vous dit que O1A, ça fait moins 3 mètres. Donc vous prenez un objet, vous photographiez un objet qui est à 3 mètres de vous. Donc c'est tout à fait cohérent. Vous avez une distance focale qui vaut 5 cm. Donc il faudra faire attention aux unités, hein. Je mets tout en mètres pour éviter les erreurs. Epsilon, c'est 20 microns. Donc allez, je le mets en mètres directement, 10-6 mètres. Et enfin, le diamètre je prends 2 cm, donc 0,02 mètres. Et ça vaut 0,05 mètres. Donc pour éviter les erreurs d'application numérique, hein, au niveau des unités, je vous conseille de tout mettre dans le système international, c'est-à-dire en mètres. Comme ça, vous êtes tranquille. Bon, ça ne vous empêchera pas de faire des erreurs, mais ça va limiter quand même. Donc il faut que je calcule O1A', donc je vous rappelle son expression. C'était F' O1A sur F' plus O1A. Donc là, il y a 2 calculs à faire, 2 applications numériques à faire. Et je me trompe pas, oui c'est bon. Bon, j'ai fait l'application numérique, je trouve O1 à 1', c'est 5 cm en fait. Quand vous avez une lentille avec une distance focale assez petite, 5 cm c'est pas très grand, en fait c'est la taille de l'appareil photographique. Donc c'est tout à fait cohérent, hein, au niveau de la distance focale. Eh bien, quand vous avez un objet qui est à 3 mètres, il est quasiment à l'infini. Alors il n'est pas tout à fait à l'infini, d'accord, mais il est quasiment à l'infini. Et donc l'image se forme quasiment à proximité du foyer image. C'est effectivement ce qu'on observe. On est 80 microns derrière. 80 microns, c'est l'épaisseur d'un cheveu. Et lorsqu'on fait l'application numérique pour X, on trouve 100 micromètres. 100 micromètres, c'est l'épaisseur d'une feuille de papier ou l'épaisseur d'un cheveu. Donc c'est vraiment, et donc là je réponds maintenant à la question 7, si vous avez un tel appareil photographique, évidemment la mécanique qui va déplacer la lentille, il faut quand même qu'elle soit pas trop mal. Parce que 100 microns, c'est quand même petit. Et si vous voulez avoir une image nette, eh ben, il faut que la mécanique soit capable de faire ça sans problème. Voilà, donc maintenant on va passer à la partie suivante, c'est-à-dire on va s'intéresser au biprisme qu'on va rajouter dans l'appareil photographique. Alors dans la suite, avant la question 9, il y avait toute une partie qui expliquait le principe de fonctionnement de cet autofocus. Hein, donc il n'y avait pas de question, mais simplement une longue description de comment ça marche. Mais ça, j'ai déjà fait au début de la vidéo. Donc on passe à la question 9. Et dans cette question, on s'intéresse à l'image par un dioptre plan d'un objet. Donc vous imaginez que dans ce milieu-là, vous avez ici du vert d'indice n, et là vous avez de ce côté-là vous avez de l'air. Donc pour fixer les idées, voilà, donc tout ça c'est, on va dire, du vert. Et vous avez un objet, donc l'objet évidemment
c'est un objet virtuel, hein, c'est-à-dire que vous avez un système optique qui est avant et qui fait converger des rayons. Alors, pour pas que je me trompe, oui, c'est ça. Je vais prendre des rayons qui convergent vers le point A, donc ça c'est censé être bien rectiligne. On va prendre un deuxième rayon. Alors dans mon schéma, je vais raisonner avec des petits angles. Bien sûr, pour que mon schéma soit lisible, les angles, je ne peux pas les prendre trop petits. Donc à un moment donné, je ferai des simplifications en disant que les angles sont petits, ce qui ne correspond pas vraiment à mon schéma. Mais c'est uniquement pour des raisons de lisibilité que je fais ça. Et bien sûr, je vais représenter un rayon qui est en fait le rayon le plus simple. Ce rayon-là, il y a réfraction sans déviation, parce que le rayon arrive en incidence normale. Par contre, le rayon qui est ici, lui, va s'éloigner de la normale. Donc vous imaginez la normale au dioptre en ce point-là. Donc pour bien distinguer le dioptre, j'ai quand même intérêt, et je vous conseille de le faire aussi sur votre copie, de bien le mettre en évidence pour pas confondre la normale avec le dioptre. Enfin, ça fait partie des erreurs vraiment classiques. Donc ça c'est la normale au dioptre. Bon, je l'écris sur une copie, ce ne serait pas la peine de l'écrire. Et ici vous avez aussi la normale au dioptre de ce côté-là. Et les rayons, lorsqu'on rentre dans un milieu d'indice plus fort, eh ben, ils se rapprochent de la normale. Donc vous avez un rayon. Donc l'image, elle va de A, en fait, se retrouve un petit peu plus loin. Je représente également ce rayon-là. Voilà. Donc l'objet ici, c'est A, l'image est ici. Et on vous demande de montrer que, et ce point je l'appelle H, on vous demande de montrer que HA', c'est l'indice fois HA. Donc il suffit simplement de raisonner dans ce triangle-là. Les deux triangles que je vous montre, celui-là, et je vais aussi raisonner dans ce triangle-là. On ne voit pas très bien. Enfin, bon, vous avez vu par où je suis passé. Hein. Voilà, donc je vais maintenant écrire la loi Snell-Descartes au point... on va lui donner ce point, il s'appelle I. J'appelle I l'angle d'incidence qui se trouve ici. L'angle réfracté, il se trouve ici. L'angle d'incidence, cet angle réfracté, je le retrouve à cet endroit. Et l'angle I, je le retrouve ici. Donc si j'applique tangente I, une petite formule trigo là, dans ce triangle-là, ça donne, écrivons-le ici, donc tangente de I, c'est égal à HI sur HA. Et si je fais la même chose avec dans le triangle qui est là, vous avez tangente de R, ben c'est toujours HI sur, cette fois-ci, HA'. Et bien sûr, je vais dire que petit r, c'est environ égal à tangente R. Et je vais dire que I, c'est environ égal à tangente I. Et bien sûr, vous avez la loi de Snell-Descartes au point I. Donc je rédige un petit peu cette fois-ci. Au point I, ça donne quoi?
ça donne n sinus r égale a sinus i. Et là aussi, je vais utiliser l'approximation des petits angles. Ça veut dire que n fois petit r, c'est égal à i. Hein. Donc ici, on peut dire ça dans le cas où on a des angles qui sont négligeables, petits, hein, devant 1 radian. Petit ou négligeable, ça veut dire un facteur 10. Donc si on est en dessous de 0,1 radian, 0,1 radian, ça correspond à peu près à 10 degrés. Donc finalement, j'ai tous les ingrédients, parce que si je prends l'expression de petit i, que je la réinjecte là-dedans, si je prends l'expression de petit r, que je la réinjecte là-dedans, bon, les calculs sont vraiment pas difficiles du tout. J'ai la place de les faire ici. Donc petit i, ça vaut, je vais le remplacer là-dedans, ça vaut hi sur ha. C'est n fois petit r, et petit r, c'est hi sur ha'. Et ben j'ai mon résultat. Hein. ha'. C'est l'indice fois ha. Le résultat est donné en distance. Hein. On a ce premier résultat. Et dans la question suivante, en fait, on fait le cas où cette fois-ci, on passe d'un milieu du verre à l'air. Donc en fait, ça va être quasiment les mêmes schémas et les mêmes calculs. Donc dans la question, sauf erreur, 9, donc question 9, en fait c'est une situation qui ressemble beaucoup à la question d'avant. Vous remarquez que le dioptre il est un petit peu penché. En fait j'aurais très bien pu faire le raisonnement avec un dioptre bien vertical, mais en fait dans la suite de l'énoncé, on va étudier, en fait on va rassembler les deux dioptres et on va étudier justement un bout du prisme. Donc c'est pour ça que dans le schéma proposé dans le sujet, on a mis un petit angle, mais normalement ça doit pas vous déranger. Donc vous avez un objet qui est ici, et vous avez des rayons qui arrivent sur cet objet. Donc au départ, le rayon il est dans le vert, et donc c'est son prolongement qui est au niveau du point A, que je vais mettre ici. Évidemment, vous avez la même chose je prends un autre rayon, et le rayon qui est intéressant, c'est celui qui n'est pas dévié lorsqu'il se réfracte au point H'. Donc ce rayon, en fait, lui, il n'est pas dévié. Je représente les normalodioptres, comme tout à l'heure. Bon, le schéma est un petit peu en biais, mais comme je disais tout à l'heure, ça ne doit pas vous gêner. Et comme je me retrouve dans un milieu d'indice plus faible, en fait, le rayon, cette fois-ci, s'éloigne de la normale. Donc le rayon, il va plutôt faire comme ça. Donc le schéma était déjà proposé dans l'énoncé, hein, donc normalement, ça devait vraiment vous aider pour résoudre la question. Donc cette fois-ci, l'image, elle est ici, et l'objet, il est là. Et ce qu'on vous demande de montrer, c'est que H'A', c'est HA divisé par N. En fait, on fait exactement la même démarche que tout à l'heure. Donc ici, on a l'angle I. Ici, vous avez l'angle réfracté petit r. Je reprends les mêmes notations, mais comme ce n'est pas la même question, et que les calculs que je vais faire, ils sont à côté du schéma, il n'y a pas d'ambiguïté. L'angle petit r, je le retrouve ici. L'angle I, je le retrouve ici. Et je vais travailler dans les triangles suivants. Alors, c'est ce triangle-là.
et ce triangle-là. Bon, c'est comme tout à l'heure. Il faut que je trouve des triangles. En fait, l'idée, c'est de trouver des triangles rectangles dans lesquels je peux appliquer des formules trigo. Sinus, cosinus, tangente. Voilà. Et donc, au niveau des calculs, ça donne quoi? Ça donne tangente de petit r. Et je vais dire, bien sûr, que tangente petit r, c'est égal à petit r. C'est l'approximation des petits angles. C'est, pour ce point, allez, I'. Donc, c'est H' I' sur H' A'. Alors, c'est pas A', c'est, excusez-moi, c'est A seconde. Je me suis trompé dans les notations. Bon, le sujet était déjà... Dans le sujet, il y avait le schéma. J'aurais certainement pas fait l'erreur si j'avais utilisé directement le schéma proposé dans l'énoncé. Je dis que I, c'est environ égal à tangente I. En fait, je refais quasiment la même chose que tout à l'heure. Donc, c'est H'I' sur, cette fois-ci, H'A'. J'écris la loi de Snell-Descartes au point I', donc ça donne, et tout de suite je l'écris, je remplace sinus I par I, sinus R par R, ça donne N fois I égale à petit r. Donc c'est la loi de Snell-Descartes. Donc au niveau de la rédaction, bon, ça mériterait quand même qu'il y ait un peu plus de rédaction, hein, mais bon, vous avez les commentaires. Donc normalement, ça suffit. Donc n fois i, donc c'est n fois H'I', H'I'. Moi, je recopie. Hein. H'A', c'est égal à petit r, donc c'est H'I' sur H' A seconde. Et en fait, on a le résultat. Lorsqu'on isole... je m'y perds un peu dans les stylos. Donc, vous avez le résultat final. Donc, celui qui est annoncé dans l'énoncé, hein, c'est H'A' sur l'indice du matériau. Voilà. Et maintenant qu'on a étudié chaque dioptre pris séparément, on va étudier le prisme, c'est-à-dire, cette fois-ci, un angle formé avec du verre. Dans la question, sauf erreur, c'est la question 10. Donc vous avez le point A, qui est en fait l'image qui doit se former nettement sur les capteurs. Donc on va dire que le point A, il est ici. Et j'interpose le prisme. Donc ce que je vais faire déjà, c'est... Ce que je sais, c'est que l'image de A, par le prisme en entier, on peut l'écrire ici, je vais la noter à seconde. Mais mon prisme, en fait, je peux le décomposer en deux. C'est d'abord un premier dioptre, qui est, en fait, c'est ici. Et un second dioptre de l'autre côté, ça tombe bien, on vient juste de les étudier. Donc le second dioptre. Et j'appelle l'image intermédiaire A'. Donc en fait, j'ai exactement les notations des questions d'avant, heureusement. Hein. Et je sais que l'image de A, c'est une image A' qui va se retrouver. Alors, je vais peut-être rapprocher A. Je vais mettre A ici, parce que là, sinon, je vais dépasser le tableau. Voilà, donc ici, on a tous les rayons qui convergent normalement sur le capteur quand il n'y a pas le biprisme en A. L'image par le premier dioptre, c'est A', tel que H'A', c'est l'indice fois HA. Je recopie le résultat. Ensuite, vous avez le second dioptre. Donc pour le second dioptre, il faut que je...
Voilà, je me suis un petit peu avancé dans le schéma. Là aussi, le schéma était fourni dans l'énoncé. Donc, je passe de A à A' par le premier dioptre, et par le second dioptre, je passe de A' à A seconde. Alors, pour épurer un petit peu le schéma, pour vraiment mettre le minimum de traits, ce qui est important, c'est les normales au dioptre. Hein, ici, première normale au dioptre, enfin au dioptre 1, et ici, c'est la normale au dioptre 2. Et ce qu'on vous demande, c'est cette distance-là. Donc pour raisonner, on peut déjà se convaincre que l'angle alpha, je le retrouve ici. Comme l'angle alpha est tout petit, je sais que le point A seconde, il sera quasiment perpendiculaire à ce trait-là. Hein, donc ça veut dire que si l'image de A se forme nettement sur le capteur, en fait A seconde aussi, ça va converger sur le capteur. Et je vais simplement utiliser la définition d'un angle, finalement la distance A seconde, et ben c'est l'angle alpha fois la distance A'. Et la distance à A', bah c'est tout simple, puisque la distance, et bien entendu, je vais... ah non, j'en ai même pas besoin. Bien entendu, là, ici, j'ai n fois HA. Donc si je fais n fois HA moins HA, bah, ça donne A', et j'ai mon résultat. Donc n fois HA moins HA. Et c'est exactement le résultat qui était attendu. Donc c'est H en facteur n-1. Ce qu'on remarque au passage, c'est que s'il n'y a pas de prisme, donc si je prends un indice qui est celui de l'air, hein, finalement c'est une façon de faire disparaître le prisme, de prendre son indice égal à 1, et ben je trouve que, c'est à seconde, ben je trouve que le point A et A seconde, ben ils sont confondus, hein, en fait il ne se passe rien. Voilà, j'ai répondu, donc j'ai bien le résultat qui est donné dans l'énoncé, et donc la dernière partie, hein, on va voir que c'est assez simple. On va utiliser cette propriété, hein, le fait que l'image elle se décale. On va prendre deux prismes comme ça, donc ça forme un biprisme. Et lorsque l'objet que l'on photographie s'éloigne ou se rapproche de l'appareil photographique, on va voir que la distance transversale des images, elle change. Et justement, c'est ça, ça va être le critère de mise au point. Voilà, j'ai représenté le schéma. Donc, s'il n'y a pas le biprisme, donc je vais prendre deux rayons. S'il n'y avait pas le biprisme, le rayon il convergerait exactement. Bon, ici j'ai pris le centre du capteur, mais en un point du capteur. Donc ça formerait une image nette. À cause du... Donc ça c'est en fait le point A. Et à cause de ce prisme du bas, on a vu que l'image se décalait vers le bas. Donc évidemment, dans mon schéma, il faut imaginer que tous les angles sont petits. Ça veut dire que les angles du biprisme sont petits. Ce rayon-là est, en fait, est beaucoup trop incliné. En vrai, il serait beaucoup plus près de l'axe optique. Et dans ce cas, l'image, comme on l'a vu dans la question précédente, elle se décale vers le bas. Donc on a, au niveau des notations, allez, on va dire que c'est... alors ça c'est A', puisque c'est une image, et ça c'est A'2. Donc en fait, par le biprisme du bas, si je représente plusieurs rayons, il faut imaginer que ces rayons-là, ils convergent comme ceci. Hein, donc vous avez un faisceau lumineux. Je représente encore un rayon. Et tout ça, ça converge un petit peu plus bas. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et celui-là, je l'appelle
A1', hein. Si je regarde bien, oui c'est ça, c'est au niveau des notations. Donc je fais la même chose. Et ces rayons-là convergent un petit peu au-dessus. Mais convergent toujours nettement sur les capteurs, hein. Donc ça ferait toujours une image nette sur les capteurs, mais elle est dédoublée en fait, cette image. Et ce qu'on vous demande, c'est la distance L0 qui se trouve ici. On vous demande cette distance-là. Et c'est très simple, hein. C'est 2 fois ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Et d'après l'énoncé, cette distance-là s'appelle petit d. Donc c'est une constante, hein. C'est-à-dire qu'au moment où vous construisez l'appareil photo, vous dites voilà, je mets le biprisme à tel endroit, et donc d est fixé. Et donc vous avez L0, ça fait 2 alpha. Oui, c'est ça. Donc le facteur 2, c'est parce que j'ai 2 fois la distance qui est là. Donc 2 alpha. H1, en fait, c'est petit d fois n-1. Je vérifie que je n'ai pas fait d'erreur. Oui, c'est ça. Donc là, la grandeur L0, elle vaut ça. Donc je réponds ainsi à la question 1. Je passe tout de suite à la question 2. À la question 2, on vous dit que l'image, elle a avancé un petit peu. C'est-à-dire que l'image A', elle est plus ici, mais elle est un petit peu décalée. Donc en fait, ça va donner exactement la même chose, hein, parce qu'après tout, là j'ai mis le capteur ici, mais à aucun moment je me suis servi vraiment de cette information. Hein, si l'image se décale un peu vers la droite, en fait ça revient à remplacer dans cette formule-là d par d plus x. Donc on remplace d par d plus x. Donc ça c'est pour la question 1. Pour la question 2, vous avez Lx qui vaut 2 alpha d plus x facteur de n-1. Donc la question 2, c'est bon. Question 3 et 4, je le fais dans la foulée en fait. C'est plutôt des explications en fait qu'il faut donner. Dans la question 3, ce qu'on constate, c'est que les images se sont éloignées, se sont écartées l'une de l'autre. Ça veut dire que quand vous avez l'objet qui se déplace, en fait, c'est quand l'objet se rapproche de vous, et bien en fait, les images dédoublées s'éloignent l'une de l'autre. Elles sont encore à peu près nettes, hein, mais elles commencent à être floues du coup. Et du coup, on peut le rédiger, hein, question 3. A1' et A2' s'éloignent. Et quand vous rédigez ça, il faut donner une petite explication, hein, car d plus x, c'est plus grand que d. Hein. Bon, la justification est quand même très simple, mais il faut la donner. Il ne faut pas se contenter de dire que A1' et A2' s'éloignent, même si c'est correct. Et du coup, si vous avez un système pour traiter ces images-là, donc, alors soit vous avez un traitement, vous utilisez toutes les données du capteur et vous essayez de reconnaître, de mesurer cette distance A1' et A2', donc ça c'est du traitement du signal. Il y a une autre option, c'est on met juste une photodiode ou un capteur qui va capter la quantité de lumière. Et en fait, quand les images s'éloignent, il y a quand même très peu de chances que la quantité de lumière reçue ici et là soit exactement la même. Et donc ça fait un signal d'erreur et on corrige en fait la mise au point
pour retrouver la même intensité sur chacun des capteurs. Donc après, il y a encore on pourrait encore se poser des questions sur les solutions techniques pour mesurer justement cette longueur L de X. Donc à la question 4, bon, j'ai quasiment répondu. Ce qui va se passer, c'est que chaque fois que je vais constater que L de X s'éloigne de L0, ça veut dire que il faut refaire la mise au point. Donc on fait bouger le moteur dans le bon sens. Hein. Là, on réfléchit un petit peu sur le sens qui va bien. Et dès que L de X revient à L0, c'est bon, la mise au point a été refaite. Et si il faut de nouveau refaire une mise au point, c'est-à-dire que l'image est de nouveau déplacée, on va de nouveau redéplacer la lentille par rapport au capteur pour retrouver que L de X revienne à L0. Donc en fait, là, il faut faire une boucle de rétroaction et le signal d'erreur, c'est qu'on pourrait appeler epsilon, ce serait L de X moins L0. Voilà. Et quand vous mettez ça en œuvre, effectivement, vous avez une mise au point qui s'effectue. Alors dans les appareils photographiques, il y a d'autres moyens pour mesurer les distances. Hein. En fait, il y a pas mal de méthodes qui existent. Donc ça c'en est une. Bon, j'ai répondu à l'ensemble des questions de cette partie. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.